Bien, je vous remercie d'abord d'être resté jusqu'au bout. Donc, vous êtes certainement très fatigué parce que nous avons eu des communications de très haute qualité et des débats absolument passionnants. Je suis aussi fatigué, donc je tâcherai d'être relativement bref. Je dois dire aussi qu'il ne s'agit absolument pas de faire une synthèse de nos travaux, parce que de toute façon, nous n'avons vu que des aspects partiels qui s'accumulent, qui donnent certaines images des choses, mais il est évidemment bien trop tôt pour faire une synthèse. Mais en revanche, je vais vous livrer quelques réflexions qui touchent autour du sujet, qui ont été en tout cas pour le minimum réveillées dans les différents débats que nous avons eus depuis ce matin. Alors, je commencerai d'abord par deux anecdotes. Il y a une trentaine d'années, même plus, si 30 ans à peu près, il y avait une réunion de la FEMAM, Association française des études sur le monde arabe et musulman. C'était un réunion de Lyon et on avait pris Maxime Rodinson comme discutant. Et donc, on a vu pendant 3 jours Maxime Rodinson passer d'atelier à atelier, de réunion avec un carnet de notes. Il noircissait des pages et des pages et des pages. Et puis, on attendait la reddition de ses réflexions après un tel travail. Il a dit, vous savez, les Arabes, ce sont des êtres humains. C'était simplement pour nous rappeler que, certes, nous avons besoin de concepts pour comprendre les réalités de ce monde comme d'autres mondes d'ailleurs, mais que nous avons toujours avec nous des êtres humains avec des passions, des intérêts et des contradictions. Et donc ça, c'est un premier point essentiel. Ensuite, je voulais dire que j'avais essayé de trouver une définition a posteriori évidemment, du printemps arabe. Et j'avais pensé que la meilleure définition du printemps arabe était que c'était une révolte des objets d'étude contre leurs analystes, puisque en pratique, nous venions à peu près péniblement de déterminer les raisons d'une exception arabe, et juste au moment où nous avions trouvé à peu près établi référencer cette exception arabe, le monde arabe faisait exactement le contraire de ce que nous avions énoncé, ce qui était extrêmement vexant. Alors, il y en a un seul qui a échappé. C'était en 2010, si mes souvenirs sont bons, à Massiac, à l'occasion d'un festival de jazz où il y avait un colloque sur l'agriculture. L'un d'entre nous, ici présent, a fait une communication sur le fait que la situation dans le monde arabe était intenable, que ça allait exploser et que les peuples allaient prendre leur destin en main. Alors nous avons dit, Salam, écoute, fais attention à ce que tu dis, t'es pas sérieux. Et évidemment, nous avons tous tort, et c'est Salam Kawakibi présent ici, qui avait raison. Alors c'est vrai, on peut avoir des instruments de prévision, par exemple, pour savoir si un pays va exploser, il suffit de regarder où François Burga est passé. Successivement le Yémen et la Syrie, et la Libye, et absolument à chaque fois, l'effondrement suit à peu d'années. Mais bon, ce n'est pas une méthode très scientifique, malgré tout, de déterminer cela. Donc, je crois que la première chose à retenir, c'est un peu cette insoumission des objets d'étude qui fait que nous sommes toujours plus ou moins en panne de théorie pour essayer de les comprendre. Alors, Lolovois a la gentillesse de nous renvoyer aux historiens qui, eux, voilà. Mais enfin, bon, moi, j'ai ma définition de l'histoire. L'histoire, c'est la prédiction du passé. C'est-à-dire, il se passe quelque chose qu'on n'a absolument pas prévu, mais une fois que ça s'est passé, on retrouve les origines, éventuellement les causes. Donc, le printemps arabe, on ne l'a pas vu arriver, mais une fois qu'il a eu lieu, on a retrouvé tous les antécédents, tous les signes prémonitoires
et ainsi de suite. Donc, l'histoire est utile en tant que prédiction du passé. En prédiction du futur, c'est un peu plus difficile. Alors, on a utilisé, moi-même le premier aussi, enfin, je ne suis pas le premier à avoir utilisé, mais moi aussi, j'ai largement utilisé en 2011, le modèle 1848, parce qu'en effet, il y avait un certain nombre d'analogies entre ce qui s'est passé en Europe en 1848 et ce qui s'est passé après. Alors, en particulier, il y a une typologie de 1848 qui est importante, c'est que dans le premier moment de la révolte ou de la révolution, il y a ce qu'on appelle l'illusion lyrique. Il y a quelque chose qui fait que les acteurs surmontent leur peur, et surmontant leur peur, ils s'opposent au pouvoir, et en même temps, ils sont pris d'un élan ou quelque chose comme à peu près tout est possible. Et il ne peut pas y avoir de révolution s'il n'y a pas ce mouvement des esprits, cette révolte, s'il n'y a pas ce mouvement des esprits qui est l'illusion lyrique. Ensuite, sans reprendre la typologie de Péguy sur l'affaire Dreyfus, il y a la mystique et la politique. Vous entrez dans l'action politique par mystique, pour un projet, pour des valeurs, pour quelque chose qui est quelque part plus grand que vous. Mais toute mystique se dégrade en politique. C'est-à-dire, il y a des calculs, il y a des intérêts, il y a des marchandages, et ainsi de suite. Et donc, Péguy opposait les Dreyfusards qui agissaient par mystique, et les gouvernements Waldeck-Rousseau et Combes, qui, eux, étaient dans le politique, l'utilisation de l'affaire Dreyfus par le Parti radical socialiste pour un certain nombre d'objectifs qui sont en effet dans la continuité des Dreyfusards, mais qui ne sont plus que de la politique et non plus de la mystique. En tout cas, dans tous ces mouvements et dans toutes les discussions qu'on a eues, il y a quelque chose d'élémentaire qui se produit dans tous ces mouvements, c'est la division du monde entre eux et nous. Il y a un nous d'un côté et un eux d'autre. Et ce eux, on cherche à l'exclure, à l'éliminer, bon, si possible pacifiquement. Mais en tout cas, pour que ce genre de choses se produisent, il faut du eux et du nous. Donc ça, ce modèle 48 est en effet tout à fait utile, à condition de se rappeler qu'il y a deux formes de révolution. Il y a la révolution qui se prend comme propre finalité, c'est-à-dire transformer le monde, fabriquer un monde nouveau et surtout un homme nouveau. C'est la Révolution française qui fabrique un homme nouveau, c'est la régénération, comme disent les révolutionnaires français. C'est 1917 qui crée un homme nouveau. Et puis, et donc, si vous créez un homme nouveau, la révolution devient sa propre finalité, au sens où tous ceux qui s'opposent à la révolution doivent être éliminés. Ils ne sont pas illégitimes. La contre-révolution est par nature illégitime. Et ensuite, on arrive au fait qu'à chaque étape du mouvement révolutionnaire, les adversaires qui ont participé à la révolution sont devenus à son tour des contre-révolutionnaires et éliminés. Quand on parle de la contre-révolution en France, il faut bien comprendre qu'à un moment, à Thermidor, Robespierre est considéré comme un contre-révolutionnaire, parce que la même arme de la contre-révolution, elle est utilisée à son tour contre lui. Et puis, il y a la révolution qui n'est qu'un moyen. Et c'est celle que nous avons à l'esprit, c'est-à-dire, c'est une révolution qui cherche à construire la liberté, à écrire un régime, et qui donc doit s'effacer. Les révolutionnaires doivent s'effacer puisqu'il y a des élections et que à partir de ce moment-là, dans la seconde phase, c'est pas nécessairement les acteurs qui ont fait la révolution qui restent, mais c'est ceux qui sont sortis légitimement des urnes grâce à la révolution. On a vu ça par exemple il y a quelques années au Portugal, où les acteurs de la révolution des œillets ont été relativement rapidement éliminés avec l'arrivée des forces élues démocratiquement dans les élections libres que les révolutionnaires ont permis.
Mais dans l'autre cas d'une révolution qui se prend pour une fin, on ne fait pas d'élection. La première chose que fait le régime bolchevique, c'est de supprimer l'Assemblée constituante qui avait été élue démocratiquement en Russie, parce qu'elle s'opposait à la finalité de la révolution. Alors bon, il y a évidemment des bouteilles à l'encre, on en a parlé récemment encore avec Bayard, les aires culturelles, ça existe, ça n'existe pas. Est-ce que c'est le succédané contemporain de la notion de civilisation qui, de temps à autre, est positive et de temps à autre négative? On ne parle pas du conflit des aires culturelles, mais du choc des civilisations, en quelque sorte. Bon, on a toujours dit, de toute façon, qu'administrativement, on avait besoin des aires culturelles, parce que, tout simplement, le champ de la structure, le champ de la recherche se structure nécessairement par aire culturelle, parce qu'il faut des formations spécifiques, des moyens spécifiques, des organes spécifiques pour étudier telle ou telle région du monde. Le piège de l'ère culturelle, c'est évidemment le culturalisme. Les gens sont. Et donc, on a la règle de l'essentialisme, même si, finalement, je dirais qu'Edouard Saïd a fini, ou plutôt les disciples d'Edouard Saïd ont plutôt fini par essentialiser l'essentialisme, ce qui était assez insupportable. Donc, de ce point de vue-là, c'est ce que j'ai proposé tout à l'heure, dire le poids de l'histoire, parce que tout simplement, un pays réagit en fonction de sa propre histoire, de sa propre mémoire, soit de mémoire vécue, c'est-à-dire les quelques décennies qui précèdent les événements, soit mémoire transmise et éventuellement inventée, c'est ce qu'on appelle l'invention de la tradition. Cette mémoire ne condamne pas le présent ou le futur. On a vu par exemple dans le cas franco-allemand une action volontaire sur la mémoire qui s'appelait la réconciliation franco-allemande. Donc on n'est pas prisonnier de cette mémoire. Et les Européens ont célébré la Grande Guerre d'un côté, le centenaire de la Grande Guerre, pour être plus précis, mais en même temps, ils ont désamorcé la mémoire de la Grande Guerre en disant c'était une guerre civile européenne. Alors que les combattants des tranchées, ils se battaient pour l'Allemagne, pour la France, la Grande-Bretagne, mais pas dans une guerre civile européenne. Donc la mémoire peut être travaillée dans un sens positif. Et il serait peut-être temps aussi que l'on aborde les questions coloniales dans le même esprit que l'on a fait pour la Grande Guerre en Europe, c'est-à-dire non pas la nier, mais quelque part la désamorcer. Donc ça, c'est le poids de l'histoire. Le poids de l'histoire, c'est un système de référence. Si vous prenez le cas de la Syrie, parce qu'on a finalement beaucoup parlé de la Syrie, tous les régimes syriens sont obsédés par Mey Saloun, 1920, c'est-à-dire la défaite des troupes syriennes, du roi Faisal, Oud Faisal, en juillet 1920, qui a conduit à l'entrée des troupes françaises à Damas en juillet 1920. Et donc, Mey Saloun s'est ancré dans la mémoire collective syrienne de façon essentielle. Tous les régimes politiques de la Syrie indépendante, quels qu'ils soient, ont toujours eu à l'esprit Mey Saloun. Et vous ne comprenez pas les relations entre la Syrie et le Liban si vous n'avez pas Mey Saloun, parce que les troupes françaises sont passées par le Liban. Donc là, c'est un exemple de ce poids de la mémoire, de cette trace, qui est absolument de ce système de référence. Alors ensuite, nous avons posé la question de savoir si nous appliquions sur les aires culturelles, enfin sur le reste du monde, un modèle occidental qui serait de façon continue de la voie vers la démocratisation. Bon, d'abord, le système occidental vers la voie de la démocratisation, il n'a pas été tout droit. Il y a quand même eu une crise des démocraties européennes dans les années 30 qui a été absolument terrible. Et il n'y a donc pas eu un progrès continu de la démocratie en Europe. Il y a un moment qui a failli être mortel pour la démocratie,
qu'on appelle les années noires ou d'autres façons. Ce que nous pensons aujourd'hui comme étant le modèle démocratique, c'est la reconstruction démocratique de l'Europe après 1945, avec non seulement une réflexion politique sur la démocratie, mais aussi des pratiques d'organisation, etc., ceci dans le cadre de la guerre froide. Et c'est ce modèle de la démocratie reconstruite d'après 1945 qui est en jeu dans les débats du XXIe siècle, et pas une démocratie qui serait partie de la Révolution française ou de la Révolution américaine ou de Locke ou de la glorieuse Révolution de 1688, selon les référents historiques. D'où le second point qui était ce que j'appellerais le mouvement tocquevillien et qui est là à nature des problèmes. Quand Tocqueville s'interroge sur la démocratie en Amérique, démocratie, ce n'est pas le libéralisme, c'est le mouvement vers l'égalité. Et d'ailleurs, toute l'interrogation de Tocqueville, c'était de savoir si la démocratie, c'est-à-dire l'égalité, est compatible avec la liberté. Et c'était donc ça son analyse. Et cette question de l'égalisation des conditions est l'un des moteurs de la démocratie pris dans sa longue durée. La Déclaration des droits de l'homme, c'est d'abord la fin des statuts. Les hommes naissent libres et égaux en droit. Donc il n'y a pas d'aristocrate ou de non-aristocrate, il n'y a pas de tiers-état, etc. Les gens sont égaux en droit. Ça ne veut pas dire en propriété, en bien, en culture. Mais en droit, ils sont égaux. Donc c'est la suppression des statuts. Ensuite, évidemment, c'est toutes les discussions que nous avons jusqu'à aujourd'hui, pensez à Piketty et les autres, dans la critique du néolibéralisme. S'il y a l'égalisation des statuts, est-ce qu'il y a égalisation des revenus et des patrimoines? Et donc, c'est toutes les discussions que l'on porte sur l'inégalité des patrimoines dans les sociétés occidentales et dans le reste des sociétés. Mais c'est aussi, ces dernières décennies, l'égalité de genre. C'est-à-dire que nécessairement le mouvement de la démocratie, par sa continuité, est passé des statuts et des revenus au genre. Égalité des hommes et des femmes, ensuite égalité des sexualités, en tout cas de certaines des sexualités, donc mariage pour tous, transgenre, sexualité binaire, etc. Donc le mouvement de la démocratie, s'il est pris dans ce sens-là, c'est ce mouvement d'égalité ou d'égalisation. Et c'est là où on se heurte évidemment au poids de l'histoire, des traditions, et qui fait que poser la question de la démocratie en terre d'islam ne renvoie pas simplement à un système de représentation politique, mais aussi à ces problèmes d'égalité que contient en soi le mouvement de la démocratie. D'abord, première chose, peut-on penser une démocratie en terre d'islam qui serait fondée sur le premier amendement de la Constitution des États-Unis, c'est-à-dire la liberté de ne pas pratiquer, de se proclamer comme athée, de dire que la religion est une imposture, et ainsi de suite. C'est la démocratie des premiers amendements. Ça, évidemment, elle n'est pas possible tant qu'il y aura des forces politiques puissantes qui ont le soutien de mon ami François Burga et qui, donc, pour eux, ce serait le drapeau rouge dressé devant eux, etc. C'est donc ce premier problème. Le second problème, c'est que dans les aires culturelles ou les civilisations, ce que vous voulez, il y a ce côté extrêmement pénible de l'Occident, du monde occidental, qui est la production des normes. L'Europe ou le monde, et l'Amérique du Nord ne dominent plus le monde, il y a la Chine qui monte, il y a l'Inde, etc. Mais dans la production des normes, c'est les Occidentaux qui continuent à les produire. Et donc, les Occidentaux ont produit la norme du mariage
monogamique, etc. Le reste du monde à peu près adopté. À ce moment-là, les Occidentaux ont commencé à passer au mariage partagé, enfin aux familles décomposées ou recomposées, etc. Une fois que les gens y arrivent, à ce moment-là, les Occidentaux font le mariage pour tous. Enfin bon, on impose au reste du monde nos propres mutations. Non, la France ne va pas envoyer un cuirassé, d'abord elle en a plus, pour imposer à tel ou tel pays de mariage pour tous. Mais à partir du moment où il existe en Europe et aux États-Unis, bah, il y a une pression qui s'exerce par les médias, par les actes de solidarité. Si les homosexuels sont persécutés dans un pays, les gens, les gays des autres pays vont se solidariser avec les victimes de ces persécutions. Pas nécessairement des islamistes, du régime en place, dans l'Égypte de Sisi, par exemple, ou même au Liban. Donc, cette production des normes, qui est dans le mouvement de la démocratie, est en même temps une pression insupportable sur beaucoup de ces sociétés. Par exemple, si on voit pour l'Afrique noire, Jean-François en sait plus que moi, mais on sent combien l'Église est prise sur ces questions-là. En Afrique noire, on trouve que l'Europe est bien trop libérale, etc., etc. D'où le fait que la démocratie, la problématique de la démocratie renvoie à la problématique de l'endogène et de l'exogène, du wafid et du touraf, pour employer les vieux termes arabes que j'ai appris quand je suis allé en Égypte au début des années 1980, l'importé et le patrimonial. Et là, évidemment, la démocratie en Occident, elle fait partie des bijoux de famille. Elle fait partie de l'histoire. Elle est née. Bon, alors, avec des itinéraires différents. Bon, la France la pose comme l'incarnation de la raison, des Lumières. L'histoire n'est pas notre code, disait Rabot Saint-Étienne, qui a été quand même pasteur et qui a fini guillotiné. Mais enfin, bon, c'était la règle de la Révolution française. Mais par contre, les Anglais disaient la liberté, elle est née dans les forêts de Germanie, et puis elle a pris la ligne de métro allant la Grande Charte, la Glorious Revolution, le Bill of Rights, et ainsi de suite. Le fait qu'en chez nous, enfin en Occident, la démocratie fait partie de notre histoire, elle n'est pas externe. Tandis que dans le reste du monde, la question est de savoir si elle est externe ou interne. Et elle est facilement récusée comme étant contraire aux valeurs. Et aux valeurs, à ce moment-là, qu'on va utiliser comme des instruments de négation. Valeurs islamiques, valeurs indiennes, valeurs asiatiques, et ainsi de suite. On va dire, vous universalisez les droits de l'homme, mais ça n'appartient qu'à l'Occident. Et donc, vous voyez que la problématique de la démocratie renvoie à cette problématique de l'endogène et de l'exogène, parce que les historiens peuvent dire, attention, ce qui est pris pour de l'exogène ne l'est pas. Vous avez des mouvements sociaux qui traversent ces sociétés, et vous avez des synchronismes d'évolution qui font qu'à partir de certains moments, telle société a tel besoin, et ça se traduit éventuellement par l'adoption de la démocratie ou d'un certain nombre d'autres choses. Alors, elle prend le vocabulaire ailleurs parce que ça correspond à ses besoins. Ce n'est pas quelque chose qui lui est imposé par un cuirassé qui menace de bombarder la ville dans la stratégie de la canonnière. Alors, ensuite, évidemment, la question du comparatisme. Ça fait déjà très longtemps que j'entends un certain nombre de nos amis, à juste titre, dire « cessez de nous embêter avec l'islamisme ou pas, l'Algérie et le Venezuela, c'est le même problème. » C'est-à-dire comment on casse un pays avec de la rente pétrolière. Alors simplement, d'un côté, ça donne éventuellement les mouvements islamistes quand la rente pétrolière s'effondre, de l'autre côté, ça vous donne Chavez. Mais les problématiques sont identiques. Ça n'appartient pas à la culture.
Ça renvoie au modèle de la rente et aux conséquences négatives de la rente. Alors ensuite, nous avons la question de la composition des sociétés. 2011, c'est des révélateurs. À partir du moment où les régimes autoritaires ou les façades autoritaires des sociétés s'effondrent, la société se révèle à elle-même. Vous avez des pays relativement homogènes comme l'Égypte, et la société se heurte à la résurgence de l'État ou de l'État profond, comme vous voulez. Puis il y a des sociétés qui sont à base confessionnelle, le Liban, la Syrie, l'Irak, c'est un retour à leur structure que l'autoritarisme dissimulait en quelque sorte, ou alors ethnie tribale, Yémen, Libye, etc., ou combinaison du tribal, de l'ethnique, du confessionnel. Donc, la démocratie se pose le problème de la composition de la société, ou pose le problème de la composition de la société. Notre ami Ahmad Beydoun disait jadis, le confessionnalisme est le plus mauvais système politique possible, mais c'est le seul qui correspond à l'état de la société libanaise. Et donc aujourd'hui, on espère que le mouvement actuel dépassera le confessionnalisme, mais on peut malheureusement avoir des doutes dans les tensions actuelles. Et puis, c'est la question des interventions occidentales. Je trouve que certains de mes amis ont toujours tendance à se rêver autant d'un impérialisme triomphant, mais cette fois-ci, faire intervenir les armées occidentales pour établir des régimes démocratiques, éventuellement avec des discours islamiques sur place. Malheureusement, on n'en a pas envie, et en plus, on n'en a pas les moyens. Donc, l'affaire est réglée. On n'est plus à l'époque où la France pouvait envoyer 30 000 soldats en Égypte en 3 mois. Ça, c'était en 1798, où les Français et les Anglais pouvaient envoyer 60 000 soldats en Égypte. C'était en 1956, mais c'était insuffisant. Aujourd'hui, on n'a plus ces forces-là, ces armées-là, ces moyens-là, et en face, ils sont beaucoup plus puissants. En 1975, M. Giscard d'Estaing avait pensé éventuellement faire une intervention française à Beyrouth pour séparer les combattants. Et l'état-major français lui a dit, mais président, à moins d'envoyer le contingent, on ne peut pas. On n'est pas intervenu sur ça, on a envoyé des forces spéciales et de l'aviation. Non, mais justement, on n'a pas la possibilité d'occuper le terrain. C'est cela. Donc la question des interventions occidentales est aussi pénalisée par le fait que nous avons un héritage colonial. Toute action que l'on fera, positive ou négative, sera toujours réinterprétée en fonction de l'héritage colonial. Je me rappelle, dans un colloque où François était avec moi à Beyrouth en 2003, si mes souvenirs sont bons, c'était avec les gens du Hezbollah, on a bien rigolé d'ailleurs, et on m'avait demandé de faire un papier sur l'Europe et la Palestine. Donc, je me suis amusé à énumérer toutes les fautes possibles que l'Europe avait commises en 2 siècles sur la Palestine. Donc, ils étaient très heureux. Et puis, j'ai dit, maintenant, vous voulez qu'on intervienne? Et là, ils étaient embêtés parce qu'ils souhaitaient qu'on intervienne. Alors qu'on avait montré qu'on était vraiment catastrophique dans toutes les interventions précédentes. Donc, il y a le poids de l'histoire de ce côté aussi qui joue. Alors, si on revient à l'histoire, qu'est-ce qui s'est pas passé? Si on reprend l'expression, traduite en français, de Bernard Lewis. What is wrong? Il y a eu un échec des notables, c'est incontestable. Il y a eu un système libéral, en tout cas dans le Proche-Orient. Je ne parle pas du Maghreb colonial, c'est autre chose, mais au Proche-Orient, il y a eu un système libéral, en tout cas en Irak, en Syrie, au Liban et en Égypte. C'était loin d'être parfait, reconnaissons-le, c'était un système de pouvoir de notables, mais après tout, le libéralisme et la démocratie en Europe s'est fait d'abord par les notables au XIXe siècle. Le passage au mouvement de masse, c'est la fin du XIXe siècle. Le libéralisme de la plus grande partie du XIXe siècle, ce sont des notables.
D'où cette critique que nous faisons aujourd'hui qui me paraît injuste sur la période des notables de l'histoire politique. Ensuite, pour reprendre l'expression de Julien Banda, il y a eu trahison des clercs. C'est-à-dire que les intellectuels pris par la passion anti-impérialiste ont soutenu la création de régimes militaires et autoritaires parce qu'ils luttaient pour la libération de la nation, ce qu'ils ont fait d'ailleurs, et ils ont finalement construit un système sécuritaire fondé sur la coopération des services de sécurité et de l'armée. Et les intellectuels massivement ont soutenu cela. Bon, l'exemple, c'est tout le problème de l'Égypte et du nasserisme. Comment interpréter le nasserisme? Donc, de ce point de vue-là, donc, il y a aussi, ce nous l'avons déjà évoqué, les stratégies politiques de disqualification. Les stratégies politiques de disqualification, c'est donc montrer que votre compétiteur politique n'a pas le droit d'être parce qu'il est méchant, il est injuste, etc. Et on voit donc que d'un côté, dans les disqualifications, les acteurs traitent les autres de valets de l'impérialisme et de la réaction, et inversement, on parle d'islamo-gauchistes ou d'islamo-fascistes, etc. Les stratégies de disqualification rendent le dialogue politique impossible et les tentatives d'union. Alors, autre point, puisque encore une fois, ce n'est pas un processus construit, c'est un ensemble de réflexions. J'ai question État, société civile. Je crois qu'une des grandes questions qui a été abordée, c'est la dignité. Et la dignité, elle a changé de sens. Vous aviez la dignité des années 1950, de Bandung. Le mot dignité, il est permanent dans les discours de Nasser, mais c'est une dignité collective. C'est la libération par rapport au système colonial. La dignité d'aujourd'hui, ce n'est pas celle-là, c'est la dignité de l'individu par rapport au système sécuritaire et par rapport à ses besoins sociaux. Le mot apparemment est écrit de la même façon, mais on a changé de sens. On est passé du collectif à l'individuel. Pour revenir à ce que Stéphane avait évoqué ce matin, finalement, quand vous avez des contre-sociétés, on n'a pas besoin de révolution. Les frères musulmans en Égypte étaient une contre-société au sens où le Parti communiste était une contre-société dans la France d'après 1945, où le Hezbollah est en quelque sorte une contre-société au Liban. La contre-société, elle fonctionne par elle-même et finalement, elle n'a pas tellement intérêt de s'emparer de la totalité de la société. Alors, il est à noter aussi dans le vocabulaire politique de la région l'emprunt de termes de résistance qui est emprunté à l'histoire européenne et française en particulier, puisque c'est le terme français résistance qui a ensuite appliqué à l'ensemble des résistances européennes et qui est ensuite passé au reste du monde. Donc, les premiers à avoir adopté le terme de résistance, ce sont les Palestiniens, grosso modo vers 1968. Et ensuite, évidemment, au Liban, leurs adversaires ont adopté aussi le terme de résistance. Donc, on a parlé de résistance chrétienne. Et puis, finalement, le terme de résistance a été pris par les mouvements dits islamiques ou islamistes. Donc, le Hamas et le Hezbollah sont des résistances islamiques. C'est dans leur titre même. Donc là, il y a ce vocabulaire de la résistance qui nous renvoie à un problème qui est insoluble, qui est celui de la résistance à l'oppression. Les déclarations des droits de l'homme du XVIIIe siècle, comme elles étaient produites par des mouvements révolutionnaires, il fallait qu'ils justifient justement leur prise de contrôle. Donc la Révolution américaine et la Révolution française, donc la résistance à l'oppression, était un des éléments fondamentaux de la
des déclarations françaises et américaines des droits de l'homme du XVIIIe siècle. En revanche, la Déclaration universelle des droits de l'homme met la résistance à l'oppression comme suprême recours dans le préambule de la déclaration et non pas dans les articles. Donc on diminue son importance parce qu'on a un problème, c'est qu'on n'arrive pas à définir quand on a besoin de ce suprême recours. Et à partir du moment où on n'arrive pas à définir le suprême recours, ben, on ouvre toute la question de la boîte de Pandore du terrorisme. Est-ce que le terrorisme est un suprême recours face à l'injustice? Je ne vais pas régler ce soir le problème, mais je signale cet inconvénient. Donc, toutes les sociétés traditionnelles étaient des sociétés de justice. Si l'Empire ottoman, les empires musulmans, les royautés européennes, c'était des royautés de justice. Bon, ce n'était pas des despotismes au sens où les théoriciens européens du XVIIIe siècle les définissaient. Non, le discours du sultan ottoman, je suis l'incarnation de la justice et je dois la justice à mes sujets. Et cette question de la justice, elle est permanente parce que tous les mouvements que nous voyons en 2011 et aujourd'hui, c'est des mouvements qui revendiquent une justice sociale, une justice politique. C'est aussi fort que la demande de liberté. Alors bon, comme le temps avance et que je déborde, mais ça c'est normal, c'est le propre de tous les cours. Oui. Il y a la notion, bon, les poids de la géopolitique. On a dit à juste titre, enfin, c'est une sorte, la guerre froide se poursuit. Disons plus exactement que les régions du monde arabe, surtout le Machrek, pas vraiment le Maghreb, sont des régions dans lesquelles le jeu d'opposition des puissances se déroule depuis la fin du XVIIIe siècle. La guerre froide n'en était qu'un épisode. Il y en a eu avant, il y en a après. Et évidemment, ceci change totalement les choses. Bon, question de la modernité, je passe parce que c'est justement ce que j'ai essayé de renvoyer dans les problèmes de normes et d'égalité des conditions. Il y a aussi l'idée de morosité démocratique. La République, elle était belle sous l'Empire, disait en France. C'est-à-dire qu'on était dans l'opposition, on avait un magnifique projet qui était la République. Mais quand la République elle a été créée, la troisième, il y a eu des problèmes, il y a eu une routinisation, il y a eu de la corruption, etc. Et donc 20 ans après, on disait elle était belle sous l'Empire, au sens que la République que nous avons, c'est pas celle dont on avait rêvé quand on était dans l'opposition. Et ça, c'est toujours le cas à chaque transformation politique. Quand on passe du mystique au politique, on a la nostalgie du mystique et puis on a la réalité du politique. Et curieusement, la démocratie rend morose plutôt qu'autre chose, ce qui est d'ailleurs un des problèmes d'aujourd'hui dans nos propres sociétés. Alors, pluralité des islams. Qu'est-ce que c'est que l'islam? Évidemment, je ne vais pas définir ce soir ce que c'est l'islam, j'en prendrai une définition comme une autre. L'islam, c'est ce qu'en font les musulmans. Et donc, de ce fait, comme il y a beaucoup de musulmans, il y a beaucoup de variétés d'islam. Et donc, de ce point de vue, on ne peut pas avoir une vision essentialiste de l'islam. Il est dans l'histoire, il est dans le social, et il change en permanence, comme toutes les autres religions changent en permanence. Alors, pour revenir, et pour finir quand même, les mouvements qui nous intéressent et dont on a discuté, ce sont malgré tout des mouvements par le bas. On a justement marqué l'absence de leader. Alors on peut dire socialement, il y a tel ou tel groupe social qui semble plus représenté à vue de nez dans les manifestations, ou de classe d'âge, ou de telle géographie. Mais c'est ça. Mais ce qui est absolument spécifique et quasiment unique dans l'histoire, c'est que depuis 2011, on a des mouvements révolutionnaires qui ne cherchent pas à créer un avenir meilleur, créer un homme nouveau, qui cherchent désespérément à créer un monde normal. Dans les mouvements actuels, c'est d'abord et avant tout une soif de normalité. Et cette normalité, elle peut être simplement exprimée sous la forme des droits sociaux et des droits politiques.
C'est ça que le peuple veut. Et c'est ça qu'on lui refuse. Et c'est là ce qui est en jeu. Donc, pour finir, et de façon très philosophique, on dira qu'on est toujours dans les questions de l'être et de l'avoir. L'être, c'est la définition, c'est l'identité. Qu'est-ce qu'on est? On est musulman, arabe, kurde, etc. C'est une notion de l'être. Et l'avoir, c'est le système économique, le socialisme, le capitalisme, le libéralisme, et que donc c'est toujours les équilibres entre les pôles différents de l'être et de l'avoir qui sont de toute société et qui est normal que nous rencontrons dans les sociétés que nous étudions. Je vous remercie et je vous libère.